Et nous sommes avec vous, chers téléspectateurs, pour une couverture en direct de l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et la bande de Gaza et le Hamas. Et on commence avec cette information. Alors, conformément aux directives du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, de fournir le soutien sanitaire nécessaire aux habitants de la bande de Gaza, le docteur Khaled Abdel-Ghaffar, vice-premier ministre et ministre de la Santé et de la Population, et la ministre de la Solidarité sociale, Maya Morsi, ont effectué une visite d'inspection aux quarantaines situées au point de passage terrestre dans le point de passage de Rafah. Ils ont également inspecté le centre des ambulances à Sheikh Zouaïd, précisément au village Abu Tawila. Les ministres ont vérifié la disponibilité des vaccins nécessaires pour les personnes entrant en Égypte par ce poste. Ces mesures visent à prévenir toute propagation de maladies contagieuses. Les ministres ont également inspecté les équipements médicaux et les mesures de prévention en place. Cette initiative témoigne de la solidarité indéfectible de l'Égypte envers la bande de Gaza. Et à présent, chers téléspectateurs, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir au bout du fil son Excellence ambassadeur Medhat Miligi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour à vous et félicitations pour tout le peuple palestinien. Certainement, certainement. Alors, premièrement, quand on parle de cette entrée en vigueur de cet accord, on parle d'un accord arraché, je dirais, par ces termes, certainement au côté israélien, mais on parle également de plusieurs conditions qui ont été faites et même étapes pour cet accord. Si vous pouvez nous élucider là-dessus. Exactement, quand vous venez d'utiliser le meilleur terme à utiliser, c'est vraiment arraché et qu'on peut constater plusieurs choses de cet accord qui vient d'être pris en vigueur maintenant. Alors premièrement, c'est que les États-Unis, quand elle le veut, elle peut vraiment exercer une pression, et je parle ici du président élu Trump, oui, qui sans lui, on n'aurait pas arrivé à ce point. Comme le président Biden lui-même avait annoncé que le même accord a été offert aux Israéliens il y a plusieurs mois et que Israël l'avait refusé. Et tant que les États-Unis n'ont pas exercé une pression sur Israël, Israël pouvait toujours faire ce qu'elle veut. Alors d'ici, on peut constater que Israël ne sanctionne pas que sous pression pour qu'elle puisse se plier au droit international. Ça, c'est un point très important. Parce qu'on entend toujours qu'on essaye avec les officiels israéliens, mais qui, eux, ne veulent pas ou n'acceptent pas. Ce n'est pas vrai. L'administration américaine, quand elle le veut, elle peut vraiment exercer une force. Deuxièmement, à cause de cet accord qui vient d'être signé, je pense qu'il est très important de souligner qu'on a devant nous quand même des éléments du gouvernement israélien qui essayent à tout prix de saboter cet accord. Et c'est pour ça qu'on doit être très vigilant et très attentif à tout ce qui se passe, et qu'on ne doit pas vraiment laisser la chance, et je parle ici de la part des groupes de résistance palestinienne, notamment Hamas, de ne pas donner la chance à Israël de se retirer de cet accord, parce que c'est vraiment ce qu'ils veulent faire. Il est très important de mettre maintenant en premier degré les citoyens palestiniens qui ont souffert et qui ont enduré une pression terrible et des massacres et des génocides et toutes sortes de crimes de guerre qu'ils peuvent quand même prendre un souffle. C'est très important de ne pas donner à Israël la chance de s'évader de cet accord arraché comme vous venez de le dire. Cela, je trouve que c'est un point très important parce qu'on attend que ce soit au milieu de la première phase ou même durant la deuxième phase, on attend qu'Israël peut se retirer sous n'importe quel prétexte en jetant la balle au camp palestinien en disant qu'ils n'ont pas honoré leurs obligations. Alors on doit être tous vigilants, c'est très bien que l'Égypte, et ici il y a un mot à dire vraiment aux efforts égyptiens, on doit saluer le gouvernement égyptien et notamment le président de la République qui a mis tout son poids derrière cet accord pour qu'on puisse arriver à sauver la vie des
palestinien. Certainement. Le plus Également, important reste à dire le point qui a été précisé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, que tout cela sont des étapes et l'essentiel c'est d'arriver à des négociations directes, à des négociations en bonne foi pour arriver à implémenter l'accord ou bien la solution des deux États. Ce qui est le plus important, c'est de trouver la paix dans la région. Et clairement que tant qu'il y a une occupation israélienne, il y aura de mouvements de résistance palestinienne. Que ce soit Hamas ou autre, il y aura sûrement et toujours des mouvements de résistance palestinienne parce qu'il y a occupation. C'est ce que Israël doit comprendre. oui, de retour à la position égyptienne, on se souvient toujours de l'opposition du président Abdel Fattah el-Sisi lui-même à l'émigration des Palestiniens vers le Sinaï. On voyait que c'était un tout petit peu, je dirais, dans le temps, quelques voix parlaient que c'était inadéquat, mais aujourd'hui on voit, on peut vraiment sentir l'efficacité de cette décision, n'est-ce pas? Alors, il y a deux points ici à citer. Le premier, c'est la position ferme de l'Égypte en ce qui concerne le refus de la liquidation de la cause palestinienne d'un côté, et deuxièmement, on doit certainement le dire, que l'endurance du peuple palestinien qui s'est bien fixé sur son territoire, il n'a pas voulu, malgré les massacres, malgré les crimes de guerre, malgré le génocide, et ce ne sont pas mes termes, ce sont les termes utilisés par les Nations Unies, le génocide qui a été appliqué par Israël, cela n'a pas plié la résistance où le peuple palestinien a quitté leur territoire. Alors, ce sont deux points, la position ferme de l'Égypte envers Israël, et comme vous avez vu que l'accord même qui prouve qu'Israël doit quitter l'axe de Salah ad-Din. Philadelphie, oui. Exactement. Alors c'est un point qui a été toujours évoqué par l'Égypte, mais comme vous le savez, nous on utilise les voies pacifiques pour arriver à nos buts. C'est un point stratégique pour l'Égypte, c'est un point très important. Aussi l'absence exigée par l'Égypte l'autre côté de la frontière Rafah. Et cela a été exercé. On revient au plan original dont ce sont l'Union européenne qui s'occupe de l'autre partie avec coordination avec tous les partis concernés, mais sans une présence réelle d'Israël sur cette frontière. Comme on le voit sur votre écran maintenant, voilà les camions qui commencent à rentrer et cela nous donne l'espoir que finalement les Palestiniens peuvent respirer. Je dois aussi saluer les efforts du gouvernement. Je dois saluer son Excellence le ministre de la Santé et tout le personnel du ministère de la Santé qui eux aussi prennent la tâche d'aider les Palestiniens qui ont été privés des soins médicaux pour longtemps et que maintenant on peut mettre fin à leur misère. Oui, on parle que la première étape de cet accord, si je ne me trompe pas, c'était de 6 semaines. Exactement. Alors, durant cette partie, je pense qu'il y a 30 et quelques Israéliens, des otages qui seront libérés, et chacun à son tour. C'est pas tout. N'oublions pas qu'on traite quelqu'un ou un gouvernement qui entre deux vrais problèmes. Le premier, c'est la pression qui a été exercée intérieurement par les familles des otages et deuxièmement par la nouvelle administration du président Trump. Alors il a dû arrêter toute son agression et arrêter son but principal de l'agression israélienne. On doit dire que le but principal de l'agression israélienne, c'est de rendre la vie impossible aux Palestiniens de sorte qu'ils quittent leur territoire. Ce qui a été maintenant, comme on le voit, un échec complet. Et deuxièmement, c'est la liquidation de la cause palestinienne, ce qui n'a pas été aussi fait et que maintenant il y aura un retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza. La bande de Gaza est palestinienne et restera toujours palestinienne malgré quelques concessions selon ce qu'on entend par les Israéliens qui veulent
avoir une région entre la Palestine, au Gaza d'un côté, et les villes israéliennes de l'autre côté, et que cela soit aux dépenses des territoires palestiniens et non, comme d'habitude, aux dépenses de territoires israéliens. Oui. Mais il y a quand même un retrait israélien de la bande de Gaza qui va être effectué à fur et à mesure que les étapes se développent. Parfait. Monsieur l'ambassadeur, quelles sont vos craintes au cours de cette première phase de l'accord de cessez-le-feu? Vous savez, c'est vraiment très difficile parce que quand vous êtes en train de mener des discussions et des négociations avec un parti qui craint de perdre son pouvoir politique, n'oublions pas qu'il y a beaucoup de rumeurs qui parlent que le gouvernement d'extrême droite va tomber d'un moment à l'autre à cause de cet accord d'un côté et à cause des accusations de corruption envers le Premier ministre. N'oublions pas qu'il ne pourra pas aussi fonctionner d'une manière régulière. Ses visites à l'étranger sont limitées à cause de la Cour pénale internationale qui l'a mis en accusation, lui et son ex-ministre de Défense. Alors, ce gouvernement qui est en train maintenant de trembler et qui peut tomber, peut à n'importe quel moment saboter, comme je l'ai dit au début, tous ces efforts et arriver à un point où on jette la balle au camp palestinien en disant que le camp palestinien ou les Palestiniens n'ont pas honoré leurs obligations et du coup on va reprendre les affaires et on va reprendre les opérations militaires. Et c'est ça le danger le plus imminent, je dirais. Senti, parce que, comme vous le savez, et vous l'avez dit vous-même au début de cette émission, vous avez dit un accord arraché. Et oui, c'est vraiment le mot à utiliser ici, et c'est parce que Israël ne veut pas vraiment ça. On l'a vu à plusieurs reprises. Le président Biden lui-même en a parlé, qu'Israël a toujours refusé, et tous les négociateurs, même américains, ont admis que le refus toujours venait du camp israélien et jamais du camp palestinien qui pouvait faire des concessions et accepter à la fin un deal qui semble assez juste. Oui. Quand on parle des échanges de prisonniers contre les détenus israéliens, si vous pouvez nous élucider, parce que premièrement, on a vu qu'il y avait une liste de 30 personnes. À présent, on parle aujourd'hui d'une liste de 3 premiers otages livrés à Israël. Alors, c'est quoi le mécanisme dans cette affaire? Alors, le mécanisme, c'est que, à fur et à mesure qu'on reçoit les otages israéliens qui étaient bloqués à Gaza, oui, maintenant on doit comprendre aussi que malgré tous les efforts israéliens et tous les cherches israéliens, on n'a jamais abouti à sauver un seul otage vivant jusqu'aujourd'hui. Au contraire, les bombardements israéliens ont fait plusieurs morts des otages israéliens. Oui. Cela doit être connu qu'il n'y a jamais eu un mauvais traitement de la part de la part de Hamas, de la part des gens qui s'occupaient des otages. Mais cela dit, alors à fur et à mesure qu'on va libérer des otages palestiniens, Israël de son côté va aussi libérer le nombre assez. Comme on le sait, on parle à peu près d'une 50aine de prisonniers palestiniens contre chaque prisonnier israélien. Cela veut dire qu'après ces 3-là, on doit s'attendre à peu près à 150 otages ou prisonniers palestiniens dans le camp d'Israël. Et on espère voir cela bientôt. On espère voir les familles être réunies avec leurs parents qui étaient dans les prisons israéliennes et comme qui a été déjà plusieurs fois précisé par les autorités d'agences de ONG et des Nations Unies qui étaient dans des conditions vraiment mauvaises en ce qui concerne les Palestiniens dans les prisons israéliennes.
Oui. Parmi les principes ou les demandes faites par le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, c'est de retourner aux négociations de paix entre Israël et Palestine, également de parler de deux États. Si vous pouvez nous élucider là-dessus. Alors, Son Excellence, M. Abdel Fattah el-Sisi parle toujours de la solution de deux États. C'est la solution acceptée par la communauté internationale. Moi, personnellement, et je ne suis pas un membre du gouvernement, mais je doute fort qu'on puisse arriver à ce point-là. La pression, même avec une bonne foi, ne peut pas vraiment convaincre Israël à ce point. N'oublions pas qu'il y a beaucoup de sang qui s'est écoulé entre les deux. Israël, pour le moment, ne pense qu'à sécuriser leurs otages d'un côté. Ils ne pensent pas à un État palestinien. Ils l'ont même dit à plusieurs reprises qu'ils ne veulent pas de ça. Mais d'autre côté, le président Trump veut marquer son nom dans l'histoire de l'humanité, qu'il a pu finalement trouver une solution. Il avait promis qu'il va trouver des solutions. Mais je crains fort que le président Trump va exercer ses pouvoirs beaucoup plus sur la partie palestinienne que sur Israël. Je veux coter ici une personnalité dont je respecte fort, qui est Gideon Levy, le directeur du journal Haaretz israélien, qui a parlé qu'Israël n'a jamais eu l'intention de faire la paix avec les Palestiniens. On ne peut pas dépenser des milliards et des milliards sur des colonies qu'on va, dans quelques moments, laisser pour les Palestiniens. Israël n'avait jamais l'intention de donner les territoires occupés en Cisjordanie, notamment Jérusalem. Et ici, je crains fort qu'Israël n'est pas à la hauteur. Et du coup, je pense que la meilleure solution, de mon point de vue, c'est un État unique où tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Est-ce qu'Israël, qui veut toujours avoir un État juif, va accepter une telle solution ou non? Ça, c'est l'histoire qui va nous le montrer. Mais pour le moment, le plus important, c'est de donner un souffle de vie aux citoyens palestiniens qui ont entouré une guerre très forte, un génocide de premier degré, et en même temps, ils doivent prendre leur élan pour qu'on puisse parler de deux États ou un État ou des négociations de paix telles qu'on le souhaite tous. Oui. Monsieur l'ambassadeur, quand on parle de cette crise palestinienne, on parle d'une longue histoire dans laquelle l'Égypte était tellement solidaire pendant plusieurs phases et étapes importantes, solidaire avec le côté palestinien, surtout pour reprendre ses droits légitimes. Plusieurs décisions internationales de l'ONU et du Conseil de sécurité ont été faites. Israël n'a pas respecté pour la plupart. Comment voyez-vous le futur de cet accord? Alors, moi j'espère que cet accord sera une étape sur un long chemin de négociation. Sorte de premier pas alors. Exactement, un long chemin de négociation entre les deux parties. Je pense qu'il est très important de faire comprendre, tel qu'on l'a fait maintenant. Le président Trump a eu l'audace de le faire avec Israël en lui disant que vous devez accepter, c'est la seule solution en ce moment. Alors qu'Israël doit comprendre qu'elle ne peut pas avoir la paix et la sécurité et le territoire palestinien en même temps. Elle doit faire des concessions pour qu'on puisse arriver à cela. On ne peut pas vivre dans une vie où on est toujours menacé par des actions de violence. Parce que, soyons clairs, tant qu'il y a de l'occupation, il y aura des mouvements de libération palestinienne. De résistance, de mouvements de résistance. Ouais. Et ces mouvements-là, d'habitude, sont violents. Alors, on doit, et je le dis dès maintenant, si on ne va pas comprendre ce point et essayer à tout prix de trouver une solution, je veux ici revenir sur le dernière déclaration du ministre d'État américain, M. Blinken, en ce qui concerne cette question exactement, en disant que, et je quote ici,
que si les Palestiniens ne vont pas trouver devant eux un horizon à quoi ils peuvent penser un futur où ils peuvent vraiment avoir l'espoir d'une vie indépendante et avec toute la dignité possible, la dignité humaine possible, cela ne va pas s'arrêter. Et je répète la même chose, je respecte ce mot qui vient de M. Blinken, qui comprend exactement que la situation ne peut pas rester comme ça. Malheureusement, le problème avec Israël, c'est qu'elle pense qu'on peut gagner la paix, la sécurité et les territoires en même temps. Et cela est impossible. On ne peut pas avoir tout. On doit céder aux Palestiniens leurs droits. Que ce soit dans un État indépendant, ce qu'on l'espère tous, ou au sein de l'État actuel, où tous les citoyens auront les mêmes droits et les mêmes devoirs. Alors, que ce soit celui-là ou l'autre, mais on doit trouver une solution pour ce peuple qui a enduré vraiment beaucoup de violence et beaucoup de souffrance durant toute son histoire. En ce qui concerne l'Égypte, depuis 1948, et l'Égypte s'occupe de la cause palestinienne, on est le pays qui a payé le plus de son sang, de son propre sang, du sang de ses martyrs et de plusieurs guerres pour la cause palestinienne. Et qu'on continue à aider nos frères et sœurs en Palestine, comme vous le voyez devant vous sur l'écran, la quantité d'aide humanitaire qui rentre et les médecins qui se préparent et toute sorte de soutien matériel et logiciel et tout autre soutien dont ils ont besoin. On est là pour eux, on est toujours là, que ce soit du président de la République lui-même qui l'a annoncé à plusieurs fois, tous les responsables, passant par le peuple égyptien lui-même qui salue les mouvements de libération palestinienne et le peuple palestinien en tant que tout seul. Oui. Monsieur l'ambassadeur, aujourd'hui, on est le dernier jour du mandat du président américain actuel Biden. Également, on parle qu'au cours de son mandat, comment selon vous, ou comment estimez-vous sa gérance de cette crise dans la bande de Gaza? Alors, moi je trouve, on se souvient tous des campagnes électorales, que ce soit du président Trump ou du vice-président Harris, qui les deux montraient à quel point ils sont loyaux, ils sont sincères pour aider Israël. Alors, que ce soit républicain ou démocrate, on a toujours la même direction, la même vue en ce qui concerne l'État israélien. Mais on ne doit pas oublier que pour aider le peuple d'Israël, parfois on doit être fort en lui montrant la réalité. Et la réalité, comme je viens de vous le dire, c'est que tant qu'il y a occupation, il y aura de résistance. C'est une loi humanitaire qu'on connaît tous depuis depuis le début de la vie. Alors, ce qui est très important, c'est de montrer à Israël que vous ne pouvez pas gagner tout en même temps et que vous devez faire des concessions pour pouvoir finalement vivre en sécurité. N'oublions pas que les déluges de l'Aqsa qui s'est passé avaient finalement ouvert les yeux de l'Occident sur une autre perspective qu'il n'avait jamais vue avant. Oui. C'est que ce peuple palestinien est vraiment oppressé et qu'il est sous colonisation, la dernière colonisation de ce monde d'aujourd'hui, et que maintenant les choses vont changer. Je pense qu'on a beaucoup de mouvements civils, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, qui pensent différemment aujourd'hui que le 6 octobre 2023. Et cela va mettre une pression sur les directions et les administrations occidentales, que maintenant on doit penser plus au peuple palestinien qu'ils ont des droits qu'on doit respecter et qu'on ne peut pas donner tout à Israël tel qu'elle le veut en tant qu'un pays qui a été sous oppression des voisins arabes et ainsi de suite, toute cette rhétorique qu'on entend toute la vie de la part de l'Occident et qui n'est pas vrai malheureusement. Mais aujourd'hui, avec ce changement qu'on voit, je pense qu'il est très clair qu'on doit faire comprendre à Israël que vous ne pouvez pas continuer comme ça et qu'on ne pourra pas, nous, en tant qu'administration occidentale, continuer à vous soutenir
malgré toutes les atrocités que vous aviez commises. Maintenant, il y a la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale, les deux, d'une manière très claire, ont parlé de crimes de guerre de la part d'Israël. Et que maintenant que la situation devient de plus en plus difficile, on ne pourra pas vous garder tel que vous le souhaitez. Et d'ici, je pense que viendra un changement de position dans ces administrations occidentales et que Israël va être finalement traité comme tous les pays du monde qui ne sont pas au-dessus du droit international. Certainement. Israël a toujours joui d'une position où elle était au-dessus du droit international et du droit international humanitaire. Maintenant, il est temps de dire à Israël, arrêtons, vous devez vous plier devant le droit international comme tous les pays du monde. Certainement. Monsieur l'ambassadeur Maître Al-Mili, je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci à vous. Chers